oui, aujourd'hui, le sujet est assez vaste. On va, pour, je dirais, introduire cette conférence, j'ai pris parti de lister une partie des diagnostics. En effet, on a parlé silice il y a quelques minutes. Il y a tout un tas de diagnostics à réaliser pour les maîtres d'ouvrage, pour les propriétaires, les donneurs d'ordre en termes de réalisation de travaux. On va essayer d'en lister quelques-uns et de rentrer un petit peu plus dans le détail de certains. Voilà. Pour commencer, AC Environnement est un groupe qui a été créé en 2002 à Roanne, dans le 42, à 80 km de Lyon. Et AC Environnement se positionne aujourd'hui comme un expert de la donnée technique, économique et environnementale du bâti. En quelques mots, c'est nous réalisons des diagnostics pour le compte de propriétaires, donneurs d'ordre. Et en fin de compte, quand le diagnostiqueur sort du bâtiment, sort d'un logement, techniquement, il en connaît plus assez régulièrement que son propriétaire. Donc voilà, on vient, on réalise des diagnostics, on concatène de la donnée et on essaye de la rendre au mieux au maître d'ouvrage sous différentes formes. AC Environnement en 2020, c'est 26 agences réparties sur l'ensemble du territoire, comme vous pouvez le voir sur la droite. Je vais lever un petit peu ça. C'est 3 laboratoires accrédités COFRAC pour l'analyse de matériaux et de filtres amiantes, mais également un réseau de franchisés composé donc de 24 franchisés qui ne sont pas présents là sur la carte, je ne les ai pas fait apparaître, mais répartis également sur l'ensemble de la France avec une certaine prédominance dans le sud. Depuis 2002, donc, le groupe AC Environnement s'est largement diversifié afin de proposer à ses clients une offre globale. Alors en effet, bien sûr, les diagnostics immobiliers qui ont été notre première activité. Alors la différence entre diagnostic immobilier et diagnostic bâtiment dans notre esprit, le diagnostic immobilier est vraiment pour la mise en vente, la mise en location d'un bien, et les diagnostics bâtiments plutôt considérés pour des diagnostics avant-vente, avant travaux. Mais également l'amiante et les polluants du bâtiment, donc les mesures d'empoussièrement, plomb, radon, air, amiante. De l'assistance à la maîtrise d'ouvrage amiante, BIM également, du BIM, de la réalisation, de la numérisation, de la modélisation BIM, de la formation professionnelle et également, comme j'ai dit il y a quelques secondes, une activité de laboratoire d'analyse de matériaux et d'air. Voilà ce qu'il en est pour la présentation du groupe, donc avec l'ensemble des prestations et notre offre globale qui vient d'apparaître sur la droite. On va attaquer à lister une partie de nos diagnostics obligatoires. Donc le premier, puisque on n'est pas là pour rien, contrôler le bâtiment, le diagnostic amiante avant travaux, et je dirais celui qui est le plus entré dans les mœurs des maîtres d'ouvrage et des propriétaires. Son objectif est de constituer une cartographie de la présence de MPCA, matériaux produits contenant de l'amiante, dans le périmètre de travaux prévus, en précisant leur nature et leur localisation. Ce repérage est réalisé dans le cadre de l'évaluation des risques imposée par le Code du travail. Il doit être fourni aux artisans et entreprises du BTP qui interviennent et doit être réalisé par tout type de donneur d'ordre, y compris les particuliers. Voilà pourquoi, il y a quelques minutes, on entendait une activité très importante aujourd'hui au sein des diagnostiqueurs, et notamment due à la demande des particuliers qui commence un petit peu à cranter pour la réalisation de diagnostics amiante avant travaux. Ce diagnostic amiante avant travaux donc, est obligatoire si vous êtes maître d'ouvrage. Un maître d'ouvrage peut être aussi bien un particulier qu'un professionnel, un donneur d'ordre, et ainsi de suite. Pour une opération de travaux portant sur l'un des domaines d'activité suivants. Comme l'a dit Laurent Roquin tout à l'heure, en effet, depuis juillet 2019, nous avons tout un tas de normes, de décrets qui sont sortis pour cadrer l'activité de diagnostic, aussi bien donc dans les immeubles bâtis, mais également dans les autres immeubles tels que les terrains, les ouvrages de génie civil, les infrastructures de transport. Un troisième point sur le matériel roulant de transport, les véhicules, les trains, etc. Les engins flottants, tout ce qui est bateau, navire, barge. Les aéronefs, donc tout ce qui va être lié à l'aviation. Mais également, ce qui nous manquait, c'est les installations, les structures ou équipements concernant la mise en œuvre d'une activité. Donc tout ce qui va être à proprement dit un peu plus industriel.
Je vous ai listé la réglementation, elle est nombreuse. Je n'ai pas tout mis, j'en ai mis une partie, notamment pour les immeubles bâtis. Donc, différents articles du Code du travail, 44.12.2 à 44.12.97. La norme 46.020 d'août 2017. Le décret 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage amiante avant certaines opérations et ses arrêtés spécifiques qu'on vient de lister. Et l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, dont M. Requin, il me semble, a balayé quelques points tout à l'heure. Voilà ce qu'il en est, je dirais, du repérage amiante, qui est une grosse part en termes de diagnostic réalisé avant travaux, et l'un des points les plus spécifiques, les plus problématiques, puisque l'amiante, on le sait tous, on a entendu parler, a causé beaucoup de sujets ces dernières années en France. Mais ce n'est pas tout. Nous avons également le diagnostic plomb avant travaux. Madame Guina en a parlé tout à l'heure. Il constitue donc ce repérage plomb avant travaux. Son objectif est de constituer donc une cartographie de la présence des produits de la construction contenant du plomb afin de prévenir du risque d'exposition au plomb les entreprises et les collaborateurs qui interviendront sur le chantier. De la même manière que certains matériaux, que l'agression, je dirais, de certains matériaux peut émettre des fibres d'amiante, et bien l'agression, le travail sur, en l'occurrence régulièrement, les peintures plombées peuvent émettre des poussières de plomb qui sont dangereuses pour la santé. Car ce plomb est un métal toxique qui peut entraîner de graves conséquences sanitaires. Il a été employé jusqu'à très récemment, c'est ce que disait Madame Guina tout à l'heure. En effet, le diagnostic plomb doit être réalisé sur l'ensemble des bâtiments, au minima jusqu'à 2003, puisque l'incorporation de plomb dans certaines peintures était encore jusqu'à très, très peu de temps présent, ce qui lui donnait une caractéristique spécifique. Et ce plomb, comme on l'a dit, est un métal toxique qui peut entraîner des conséquences assez graves. Donc, il est recommandé de réaliser ce repérage plomb pour tout type de bâtiment, ouvrage ou équipement, même récent. Le troisième point sur la réglementation, donc la norme AFNOR XP 46032, les décrets et les arrêtés du 25 avril 2006 concernant le CREP, le DRIP et les travaux et contrôles après travaux, l'arrêté du 19 août 2011, mais également le Code de la santé publique, avec les articles que vous avez là, et bien entendu le Code de l'environnement pour la gestion des déchets contenant du plomb, puisque le plomb est également un polluant environnemental assez important. Mais ce n'est pas tout. Encore un troisième repérage, le repérage termite avant travaux. Son objectif est donc, comme tous les deux premiers, constituer une cartographie de la présence de termites afin d'éviter sa propagation dans les bâtiments ou les terrains environnants. Ce repérage s'applique à tout immeuble bâti, quelle que soit son utilisation. On ne parle plus que de travaux, de logements ou de tertiaires. Si présence de termites il y a, une déclaration doit être faite en mairie et des mesures spécifiques devront être appliquées sur le chantier, comme par exemple l'incinération des bois infestés sur place, directement sur le chantier, ou, si ce n'est pas possible, le traitement avant transport s'ils ne peuvent être brûlés directement sur le site de travaux. À la différence des deux premiers, à la différence des deux premiers, ce repérage, puisque la présence de termites n'est pas avérée en France sur l'ensemble de notre territoire, donc le diagnostic termite avant travaux est obligatoire sur certaines zones qui ont été définies par arrêté préfectoral, dans lesquelles, en fin de compte, alors il y a deux types, là on le voit, il y a trois types. Il y a la couleur rouge où on a une présence avérée de termites, donc ce diagnostic est bien entendu obligatoire. Les parties en orange, c'est des zones supposées avec une présence de termites supposées, même si je viens du Rhône ici, certains secteurs ont été trouvés en moindre quantité, mais ce diagnostic est quand même obligatoire. Et enfin, toutes les zones et le département en blanc, où là, ce diagnostic
En fin de compte, il n'y a eu aucun arrêté préfectoral sur ces zones-là, et donc ce diagnostic n'est pas obligatoire. En termes de réglementation, j'ai posé deux textes, le décret 2613 du 3 juillet 2000 pour la protection des acquéreurs et propriétaires contre les termites, et la norme NFP 03201 et 03200, voilà, pour les termes de contrôle et de repérage. On va, en fin de compte, l'ensemble de ces diagnostics, et on en a parlé tout à l'heure, l'ensemble de ces diagnostics nous permet d'avoir une connaissance des polluants ou des termites afin de traiter, en fin de compte, afin de traiter les déchets. Et tout cela est englobé dans un diagnostic. En fin de compte, les conclusions vont être reprises à l'intérieur d'un diagnostic qu'on appelle un diagnostic déchets aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi après. Ce diagnostic déchets, son objectif est de diminuer la production de déchets en déterminant en amont du chantier, c'est bien en amont du chantier, les modes de valorisation adaptés pour chacun des matériaux issus de la rénovation ou de la déconstruction du projet. Cette analyse se fera de manière à conserver au maximum la matière, ainsi éviter la consommation d'énergie. Ça rentre dans un projet global. De ce fait, les modes de valorisation seront hiérarchisés de la manière suivante. On va orienter, je dirais, les matériaux, anciennement les déchets, pour leur réemploi en premier lieu, ou en deuxième lieu, si ce n'est pas possible, une réutilisation, ou en troisième lieu, un recyclage, et si vraiment ces trois premiers points ne sont pas réalisables, vers un enfouissement. Concernant les bâtiments concernés par cette procédure, ces bâtiments sont ceux lorsqu'une surface de plancher, ce qu'on appelle CHOB, est supérieure à 1000 m² et où les bâtiments et où il y a eu lieu une activité professionnelle d'accueil de substances dangereuses. Vous stockez dans un bâtiment, même de 300 m², des matières dangereuses, de l'essence, de l'huile, des choses comme ça. Ce diagnostic déchets est obligatoire. Donc, soit supérieur à 1000 m² en termes de démolition, soit ayant contenu un stockage de substances dangereuses. Voilà. Ce diagnostic déchets est obligatoire aujourd'hui et on le nomme diagnostic déchets, mais une évolution est en cours, a déjà cranté depuis début 2020. Après, la période fait que tout a été un petit peu ralenti. Mais ce diagnostic déchets, en fait, nous vivons une évolution vers un diagnostic, ce qu'on va appeler demain un diagnostic ressources. Et son objectif est donc de passer à une logique de réemploi et de réutilisation, de valorisation des déchets de chantier en tant que véritable gisement de ressources. L'ensemble des matériaux vont devoir vraiment être étudiés de manière beaucoup plus spécifique afin de proposer en amont, au courant de l'intervention, des possibilités de réutilisation. Donc, l'évolution réglementaire intègre également l'extension du périmètre, donc aux travaux de rénovation. C'est ce que disait Madame Guina tout à l'heure. Nous n'avons pas encore l'arrêté. On attend tout ça avec impatience, mais en effet, la surface risque d'être largement diminuée et on parle de diagnostic déchets uniquement en termes de démolition aujourd'hui. Et je pense que le diagnostic déchets sera obligatoire dès les travaux de rénovation, je dirais demain. Donc, ce diagnostic déchets se transforme en diagnostic produits, matériaux, déchets, ce qu'on va plutôt appeler un diagnostic ressources. Cette évolution, il était important quand même de faire les différents points sur cette évolution. Donc, ce diagnostic ressources devra faire mention donc de fiches ressources par matériau. Ces fiches ressources, chaque matériau, une poutre en un IPN de 8 mètres de long, une fenêtre PVC, une fenêtre bois, un radiateur, peu importe. Le diagnostiqueur devra établir des fiches ressources pour l'ensemble de ces matériaux. Donc, une fiche ressource par matériau. Ce radiateur en fonte, vous devrez le démonter de telle manière. Ses dimensions sont de 1 mètre par 2. Les points d'attache, les matériaux exacts de composition de ces anciennement déchets qui deviennent donc des ressources pour demain. Ces fiches ressources vont être vraiment un point crucial à l'intérieur de ce diagnostic ressources. Mais également, donc, comme je l'ai dit, des procédures de démontage. Comment est-ce que nous allons bien pouvoir démonter cette fenêtre PVC qui est installée dans cette tour, par exemple ?
mais également des lieux de stockage ou des plateformes de regroupement. Il est en train de se créer des sites Internet, différentes sociétés, différentes plateformes de regroupement dans lesquelles les maîtres d'ouvrage vont pouvoir venir déposer, des constructeurs vont pouvoir déposer leurs matériaux afin d'être réutilisés sur d'autres chantiers, d'être potentiellement revendus demain pour d'autres maîtres d'ouvrage pour une réutilisation. Donc, bien entendu, tout cela va passer par la création d'une base de données matériaux et ce diagnostic ressources devra faire à peu près un peu plus upgradé, je dirais, mais un quantitatif sur l'ensemble des déchets définis dans ce diag ressources. La réglementation, donc c'est tout frais parce qu'on a vécu 2 périodes de confinement, mais en fin de compte, ça date déjà depuis le début d'année 2020. Donc, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire du 30 janvier 2020. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, nous restons encore dans l'attente du décret d'application qui devrait, j'espère, pas tarder, début 2021. Enfin, pour finaliser, je dirais pas le côté exhaustif, mais le listing de ces différents repérages, j'ai voulu quand même aborder le diagnostic HAP pour hydrocarbures aromatiques polycycliques. Donc, ce diagnostic permet l'évaluation des risques d'exposition de la population et des travailleurs au HAP lors de travaux sur voirie. Donc, les enrobés, le travail sur enrobé peut émettre des poussières. Dans ces poussières, nous avons potentiellement des HAP et c'est ce que disait M. Requin tout à l'heure. La valeur limite d'exposition professionnelle doit également être contrôlée pour les travailleurs. J'ai voulu faire un petit aparté sur le mâche-fer. Le mâche-fer, pour ceux qui n'ont pas la connaissance, sont les résidus de combustion du charbon ou de la coke. Ces mâche-fer peuvent contenir de nombreux polluants tels que des métaux lourds ou des hydrocarbures. Ce diagnostic permet donc de caractériser leur niveau de pollution et de maîtriser leur réemploi ou leur élimination. Ce document est demandé donc par les centres de traitement des déchets. Vous démolissez un bâtiment dont les murs porteurs assez régulièrement ou cloisons intérieures sont composés de mâche-fer. Avant d'envoyer l'ensemble de ces déchets dans un centre de traitement, celui-ci peut vous demander un diagnostic déchets afin de connaître la composition physico-chimique de ce matériau, afin d'orienter sa filière de stockage, d'enfouissement, des choses comme ça. Et enfin, j'ai voulu faire un aparté sur les FCR, donc les repérages des fibres céramiques réfractaires. L'objectif est donc l'identification des matériaux et produits contenant des FCR, qui sont assez régulièrement des briques. Et ce repérage relève de l'évaluation des risques, des maîtres d'ouvrage et des entreprises avant de réaliser les travaux dans un bâtiment. Donc, assez régulièrement, vous avez des fours dans un bâtiment que vous voulez démolir, où il y a présence de fours ou de points de chauffe. Il est important d'aller vérifier la présence de ces briques ou béton réfractaires afin de définir la présence ou non de fibres céramiques. Et ces fibres céramiques, donc les opérateurs devront porter les EPI adéquates en fonction de la quantité de FCR et des travaux alliés sur ce type de matériau. Voilà, je pense qu'on a fait un tour assez rapide, mais le temps ne nous permettait pas non plus de passer des heures dessus, même si il y a de quoi en passer des heures. Et je pense qu'il était important, encore une fois, M. Requin nous a bien orienté tout à l'heure. Le diagnostiqueur donc va réaliser des repérages, différents types de repérages, et va collecter de l'information. Cette information, aujourd'hui, depuis toujours, je dirais, est livrée brutalement à un maître d'ouvrage. On va lui donner un document qui est figé, qui est un PDF assez régulièrement, et on va lui donner cette information-là. C'est ce que disait Madame Guina tout à l'heure également. Le plus gros travail derrière pour un diagnostiqueur, et je me suis permis de faire un petit post, parce que le travail le plus fastidieux pour un diagnostiqueur auprès de donneur d'ordre. Et en effet, quand il y a présence, ah, mais vous inquiétez pas, j'ai 15 rapports de repérage sur ce bâtiment-là. Et là, vous voyez le diagnostiqueur qui commence un petit peu à transpirer, puisque le travail de recollement, de concaténation de la donnée est très fastidieux. Les maîtres d'ouvrage arrivent très régulièrement à nous donner 3, 4, 5, disons 15, j'exagère un petit peu, même si je l'ai déjà vécu, 3, 4, 5 rapports de repérage qui sont
régulièrement fait par différents acteurs. Donc, la forme, le format, la donnée est répartie à l'ensemble de ces documents. Donc, on a une cinquantaine de feuilles papier, puis des fois, on a des informations à droite, à gauche. Et ce travail de recollement est très fastidieux pour un diagnostiqueur. Assez régulièrement, les diagnostiqueurs, on ne va peut-être pas vous le dire de manière officielle, mais bouchez-vous les oreilles, mais on préfère quand il n'y a pas de diagnostic de repartir directement de zéro. Mais ce qui pose des problèmes financiers, bien entendu, pour le maître d'ouvrage, puisque si on repart de zéro, il va falloir refaire des prélèvements sur l'ensemble. Donc, je comprends aisément les maîtres d'ouvrage qui nous demandent de faire ce recollement. C'est normal, il est important de le faire, il est même obligatoire de le faire. Mais je pense qu'il est aujourd'hui important de stocker cette donnée, de la collecter, de la classifier de manière importante et structurée. C'est pour ça que le groupe ANCE Environnement propose aujourd'hui une offre globale à ses clients et c'est ce qu'on appelle sur une espèce d'acronyme le diagnostic 4.0. Alors 4.0 parce que en fin de compte, c'est la quatrième révolution industrielle, la digitalisation de la donnée. Donc ce diagnostic 4.0 va de la collecte, je disais, de la donnée jusqu'à son exploitation par nos clients en temps réel via des applications dédiées. Donc, AC Environnement, tout ça, exploite les méthodes de travail et technologies BIM, Building Information Modelisation, pour rendre intelligibles les données techniques, économiques et environnementales du bâti collectées lors de la réalisation de diagnostics. Et ensuite, l'accès à cette donnée est alors adapté et ordonné, normalisé dans une maquette numérique interopérable. Alors, je parle peut-être avec des mots un peu savants pour certains. Interopérable, c'est simplement que cette donnée, on va permettre de vous la fournir et que vous ayez, vous, la capacité de la partager à différents acteurs, que ces acteurs aient la capacité également de la modifier. Il y a présence d'aimants dans les dalles de sol. Une fois que le désamianteur est sorti, il a la capacité de vous envoyer une information comme quoi cette dalle de sol a été retirée. Le diagnostiqueur va ensuite vous dire qu'elle a été bien retirée et donc va permettre de supprimer cette information-là du bâti dans lequel que vous pouvez gérer. Voilà pourquoi le sujet est encore trop vaste, trop important pour en parler en quelques minutes, mais je suis sûr que Xavier nous proposera une future conférence sur le sujet. Je vous remercie. Je vais peut-être laisser… Voilà, merci beaucoup Brice. On aimerait. Je ne sais pas si j'étais dans les temps. Oui, à peu près. Si, c'est parfait. On aimerait. Je vais arrêter le partage d'écran. On aimerait t'applaudir, mais le public le fait de manière virtuelle. Allez, levez tous la main. Levez tous la main. Il y avait plusieurs questions qui étaient. Voilà, tu vois, il y a du monde qui lève la main. Merci à vous. Pour une question pour un ravalement de façade, alors elle est intéressante cette question d'un immeuble de 700 mètres carrés, bien incluse, est-il obligatoire de faire le diagnostic sommaire et détaillé? Le dernier ravalement daté de 1995, la pierre calcaire n'est pas d'excellente qualité et de ce fait, avec l'accord du bâtiment, tout a été repeint en 95 aussi. Effectivement, on se dit on a fait un ravalement et on va faire un deuxième ravalement. Est-ce que du coup on refait une recherche amiante, sachant que le premier ravalement a été fait en 95? Oui, 1995. Mais la présence d'amiante, l'utilisation des matériaux amiantés a été interdite en France à partir du 1er juillet 1997. Donc le ravalement de 1995, hélas, ne compte pas. Et l'incorporation ou l'utilisation de matériaux amiantés, même en 95, est possible. Donc oui, il est obligatoire de réaliser un repérage amiante avant travaux sur une façade qui date, même si déjà ravalée en 1995. Alors il faut réellement entrer un peu plus dans le détail, savoir ce qui a été fait, puisque l'utilisation potentiellement, je ne sais pas, de plâtre, d'enduit pour reboucher, je sais pas, des joints de scellement, par exemple, en 1995, cet enduit, ce ciment qui a été ajouté, peut contenir de l'amiante. Alors, ce qu'il faut savoir, j'ai pas le nom, j'ai pas retrouvé le poste, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le rapport de repérage, en l'occurrence spécifiquement sur cette opération-là, ne devrait pas comporter énormément de prélèvements et donc ne devrait pas coûter trop cher au maître d'ouvrage. Mais en effet. Et puis après, il faut bien entendu voir la nature des travaux qui vont être effectués pour ce ravalement-là.
Alors, plusieurs questions sur la partie FCR. Quelle est la réglementation applicable pour le repérage FCR? Ah ben, je l'ai lu celle-ci, mais je me suis dit, tiens, je vais essayer que Xavier il la lise pas. Je n'ai pas forcément le texte, mais promis, je vous ferai passer à Xavier, je te ferai passer les différents textes réglementaires pour les FCR afin que tu puisses les diffuser à tout le monde. Ok. Je le note. Je suis désolé, j'ai pas la réponse, j'ai Non, mais pas la réponse en tête. merci de cette franchise. Il y a une autre question, c'est que qu'est-ce qui se passe en cas d'erreur d'oubli dans un ancien diagnostic repris dans un nouveau diagnostic? Est-ce que le maître d'ouvrage engage sa responsabilité? Le diagnostiqueur va engager sa responsabilité. Ouais. Le diagnostiqueur, en fait, est là et c'est tout le problème. Je parlais de recollement tout à l'heure. Ça va être le temps passé à faire ce recollement qui est, hélas, alors là, je me retourne vers Madame Guina et vers les maîtres d'ouvrage, trop peu rémunéré pour un diagnostiqueur parce qu'il y passe énormément de temps. Comme je le dis tout à l'heure, vous reprenez 15 rapports de repérage dans un bâtiment avant d'aller faire le vôtre. Clairement, vous allez y passer plus d'une journée juste à lire les documents, à laisser concaténer les informations. Ouais. Voilà, c'est… Oui, donc c'est le diagnostiqueur qui engage sa responsabilité. Puis une petite dernière question, c'est tu n'en as pas parlé, mais c'est quid de la mérule? Donc, La mérule, en fait, oui, c'est l'état parasitaire, en fait. J'ai parlé de diagnostic termite avant travaux. ouais, C'est un état parasitaire. Et l'état parasitaire, en effet, englobe aussi bien les mérules que les termites. Il peut être obligatoire aussi sur certains ouais. secteurs géographiques. Il y a quand même des risques parce que ça émet des poussières et des spores que les opérateurs peuvent respirer, mais c'est surtout d'un point de vue environnemental, la Ok. problématique. C'est un champignon hein, C'est un champignon, exactement, qui- qui vient consommer le bois, ouais. dégrader les bois. Voilà, merci beaucoup à toi, Brice.